Région de Soumy. Pleine nuit. Et soudain, un éclair visible à des dizaines de kilomètres. Un grondement qui vous bouche les oreilles, même à distance respectable. Une onde de choc qui balaie tout sur son passage. 3 tonnes de bombes aériennes FAB 3000 se sont abattues sur le sol, transformant un ouvrage fortifié en cratère aussi profond qu'un immeuble de 3 étages. Près de Soumy, l'enfer s'est véritablement déchaîné, mais pas celui qui se produit quotidiennement sur la ligne de front, quelque chose de qualitativement différent. Ce n'est pas une énième livraison d'une bombe de 500 kilos, pas une frappe routinière sur des positions. C'est la démonstration que la guerre entre dans une nouvelle dimension, où même les installations les plus protégées, les plus profondément enfouies, cessent d'être intouchables. Le général-major de l'aviation, héros de Russie Sergueï Lipovoï, a déjà émis une hypothèse. La cible serait un ouvrage souterrain des forces armées ukrainiennes. Peut-être un dépôt de munitions, un poste de commandement ou un nœud de communication caché sous des couches de béton et de terre. Et cette hypothèse ouvre toute une série de questions sur lesquelles nous allons nous pencher en détail aujourd'hui. Premièrement, que signifie le passage des traditionnelles bombes de 500 kg à ces monstres de 3 tonnes, non seulement sur le plan technique, mais aussi stratégique? Deuxièmement, quel type d'installation a pu être visé et pourquoi sa destruction revêt une telle importance? Et troisièmement, comment tout cela s'inscrit dans la création de cette Dash Quote 0 Sao dans la région de Soumy et quelle profondeur elle pourrait atteindre, ce qui suscite une nervosité croissante, tant à Kiev que dans les structures de l'OTAN. Commençons par le projectile lui-même. La FAB 3000 est une bombe aérienne à fragmentation d'une masse d'environ 3 tonnes, soit 3000 kg d'acier et d'explosifs qui tombent du ciel. Pour comprendre l'échelle, rappelons que dans les comptes rendus du front, nous sommes habitués à entendre parler de bombes de 250 et 500 kg. Elles causent aussi des dégâts considérables, détruisent des bâtiments, anéantissent du matériel, mettent hors service des fortifications. Mais une bombe de 3 tonnes, c'est une catégorie totalement différente. Si une bombe de 500 kg peut percer un plafond, ensevelir un abri, la FAB 3000 est capable d'effondrer tout un bloc d'ouvrage souterrain, de réduire un bunker en béton à un tas de décombres, de créer un cratère visible depuis l'espace. Imaginez, à l'intérieur de cette bombe, plus d'une tonne d'équivalent TNT, et l'énergie de l'explosion est telle que l'onde de choc se propage sur des centaines de mètres, pulvérisant tout ce qui n'est pas solidement ancré. Le général Lipovoï n'a pas souligné par hasard que de tels projectiles sont utilisés précisément contre des cibles enfouies et particulièrement importantes. Le fait est que l'artillerie ordinaire, même puissante, n'est pas toujours capable de percer plusieurs mètres de béton et de terre. Les missiles à ogives relativement petites peuvent également s'avérer insuffisants. Mais une bombe de 3 tonnes, c'est l'outil pour briser précisément ces forteresses de béton. Elle n'explose pas simplement en surface. Elle pénètre, perfore, effondre. C'est comme la différence entre une masse et un marteau-piqueur. Tous deux peuvent détruire un mur, mais l'un le fait ponctuellement, tandis que l'autre le fait avec une telle force qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Et quand un tel projectile est utilisé, cela signifie que la cible vaut vraiment la peine de dépenser un moyen de destruction aussi puissant et coûteux. Posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce qui pouvait se trouver près de Soumy pour qu'on décide de frapper cet objectif avec une bombe de 3 tonnes? Lipovoï parle d'un ouvrage enfoui. Et là, le spectre des possibilités est large. Les dépôts souterrains de munitions, une variante classique, les forces armées ukrainiennes s'efforcent de cacher obus, missiles, explosifs loin des regards et profondément dans la terre, pour les protéger des frappes ordinaires. Les postes de commandement, une cible encore plus précieuse, ce n'est pas simplement un bunker, c'est le cerveau de l'opération sur ce secteur, d'où partent les ordres, où se coordonne l'artillerie, où se pilotent les drones. Les centres de communication et les nœuds de traitement du renseignement, on les enfouit aussi souvent, parce que la perte des communications signifie la paralysie d'unités entières. Il existe aussi des variantes plus spécifiques. Postes de contrôle de drones, dépôts d'électronique, serveurs protégés où sont stockées des données sur les positions, les plans, les agents. Pourquoi les forces armées ukrainiennes enfouissent-elles de telles installations dans les régions frontalières? La réponse est simple. Pour résister aux frappes de l'artillerie ordinaire et des missiles de puissance moyenne. Le béton, la terre, plusieurs couches de dalles, tout cela devait créer un effet d'invulnérabilité, permettre de continuer à fonctionner même sous le feu.
Mais si on a employé une FAB 3000, cela signifie que le commandement russe a estimé que précisément là, près de Soumy, se trouvait quelque chose de suffisamment important pour justifier l'utilisation d'un calibre aussi lourd. Peut-être était-ce un nœud logistique clé par lequel transitaient les approvisionnements pour tout le flanc nord. Peut-être un poste de commandement d'où étaient dirigés les groupes de sabotage qui pénètrent périodiquement sur le territoire russe. Ou peut-être un dépôt de munitions occidentales qu'on réservait pour une opération d'envergure. Nous ne savons pas exactement, mais le simple fait d'utiliser une bombe de 3 tonnes, c'est une signature attestant l'importance de la cible. Et maintenant, dans les états-majors ukrainiens, ils se demandent combien d'autres installations de ce type ont déjà été au Côte 2. Combien attendent encore leur tour pour rencontrer le marteau céleste de 3 tonnes? Mais ce n'est pas seulement une question de destruction physique. Il y a aussi l'effet psychologique, et il est peut-être tout aussi important que le cratère à l'emplacement de l'ancien bunker. Imaginez que vous êtes un officier ukrainien, responsable de la sécurité des installations dans la zone frontalière. Vous avez passé des mois à équiper un dépôt souterrain ou un poste de commandement. Couler du béton, installer des systèmes de ventilation et de communication, assurer le camouflage. Vous croyez que vos hommes étaient ici en relative sécurité, que l'artillerie ne pourrait pas atteindre, que même une frappe de missile ne percerait pas toutes les couches de protection. Et soudain, en une seule nuit, tout cela se transforme en fosse fumante. Et ce n'est pas le résultat d'un long siège ou d'une série de frappes, mais d'une seule bombe. Quel effet cela a-t-il sur le moral? Les commandants commencent à comprendre que ni le béton, ni la profondeur ne donnent plus de garantie. Le personnel voit que même les bases secrètes, sur lesquelles on misait, se révèlent sans défense. Cela oblige à revoir tout le système de déploiement des installations. Peut-être vaut-il mieux disperser les dépôts en une multitude de petits plutôt que d'en garder un seul grand? Peut-être faut-il déplacer les postes de commandement encore plus loin à l'arrière, compliquant ainsi la gestion du front? Chacune de ces décisions est un compromis, une perte d'efficacité, une charge supplémentaire pour la logistique. Or la guerre, ce n'est pas seulement des chars et des obus, c'est aussi les nerfs, la capacité de planifier, la confiance dans le lendemain. Quand le commandement comprend que l'adversaire est capable de découvrir et de détruire même les installations les plus protégées, cela sape la croyance en sa propre invulnérabilité. Et les voilà dans leurs états-majors à se demander « Et si la nuit prochaine une bombe de 3 tonnes identique tombait sur notre bunker ?» Combien de nerfs coûte cette attente? Combien de forces sont consacrées à deviner où frappera le prochain coup? Regardons maintenant l'évolution de l'emploi des munitions aériennes depuis le début du conflit. Lipovoy a noté un détail important. Auparavant, l'essentiel était constitué de bombes de 500 kg, et maintenant, on parle de 3 tonnes. Ce n'est pas simplement une croissance quantitative, c'est un saut qualitatif. Au début du conflit, l'aviation travaillait sur des cibles tactiques, position, regroupement de matériel, points d'appui. Les bombes FAB 250 et FAB 500 s'acquittèrent de ces tâches, surtout après l'apparition des modules de planification et de correction unifiés, ces fameux UMPK qui ont transformé les bombes ordinaires en Quad 4 en armes de haute précision. La portée a augmenté, la précision s'est accrue, les risques pour les pilotes ont diminué. Mais au fur et à mesure du développement du conflit, les cibles ont changé. L'adversaire a commencé à s'enterrer activement, à construire des ouvrages souterrains, à cacher des installations clés sous des couches de béton. Et là, il s'est avéré que les bombes de 500 kg ne suffisaient pas toujours. On peut toucher avec précision, mais ne pas percer. On peut détruire la couche supérieure, mais ne pas anéantir l'installation elle-même. C'est alors qu'on a commencé à utiliser des calibres plus lourds, FAB 1500 et maintenant FAB 3000. C'est une étape logique d'intensification de la pression. Quand l'adversaire s'adapte, se fortifie, s'enterre, il faut sortir des outils plus puissants. Mais l'emploi de tels monstres exige aussi une planification plus minutieuse. On ne peut pas simplement disperser des bombes de 3 tonnes à droite et à gauche, c'est cher, c'est techniquement complexe. Cela requiert un guidage précis et la certitude que la cible en vaut la peine. Il faut identifier l'objectif, confirmer son importance, calculer la trajectoire, préparer le vecteur. Ce n'est plus un raid massif, c'est une opération chirurgicale. Et le simple fait que de telles bombes soient utilisées révèle deux choses. Premièrement,
La Russie a les moyens d'acheminer une telle charge jusqu'à la cible et de la frapper avec une forte probabilité. Deuxièmement, les cibles sont vraiment si importantes qu'elles justifient l'utilisation de moyens aussi puissants. Passons maintenant au contexte plus large. Qu'est-ce que cette zone de sécurité dans la région de Soumy et pourquoi en a-t-on besoin? Cette expression revient de plus en plus souvent dans les analyses, et ce n'est pas un hasard. Par Quad 7, on entend généralement une bande de territoire d'où est éliminée la menace directe pour les districts frontaliers russes. Cela signifie la destruction de l'infrastructure d'où peuvent être menés des tirs, des sabotages, l'infiltration de groupes de reconnaissance et de sabotage. Cela signifie l'élimination des points d'appui, des dépôts, des centres de commandement qui assurent de telles actions. La question est, quelle sera la profondeur de cette zone? Variante minimale, 10 à 20 km conventionnels, suffisant pour repousser l'artillerie, compliquer le travail des groupes de sabotage, créer un tampon pour les tirs directs. Variante moyenne, 30 à 50 km, c'est déjà une profondeur sérieuse qui permet de contrôler les nœuds de transport clés, de priver l'adversaire de routes d'approvisionnement pratiques, de créer des conditions où toute tentative d'activité sera visible à l'avance. Variante maximale, encore plus profond, jusqu'aux grandes villes et aux nœuds ferroviaires. Ce n'est plus simplement une zone tampon. C'est un changement effectif de la configuration du front, privant Kiev du contrôle d'une partie significative de la région. Laquelle de ces variantes se réalisera? Grande question. Mais la frappe FAB 3000 s'inscrit dans la logique de création d'une telle zone. La destruction d'un ouvrage enfoui, c'est le nettoyage d'un nœud d'appui sur lequel s'appuient les actions ukrainiennes dans la zone frontalière. S'il n'y a pas de poste de commandement, la gestion est perturbée. S'il n'y a pas de dépôt, les munitions doivent être acheminées de loin et c'est du temps, des risques, une charge supplémentaire pour la logistique. S'il n'y a pas de nœud de communication, la coordination entre les unités en pâtit. La Russie élimine méthodiquement les points d'appui qui rendent possible la présence ukrainienne près de la frontière. Et à Kiev, on comprend. Si ce processus se poursuit, tôt ou tard il faudra reculer, retirer les troupes, reconnaître que maintenir les districts frontaliers devient impossible ou trop coûteux. Et c'est précisément cela, cette Quad 8, un espace qui formellement peut rester sous contrôle ukrainien sur les cartes, mais qui sera effectivement une terre brûlée, où il ne reste ni infrastructure, ni possibilité de mener des opérations sérieuses. Comment réagit-on à tout cela à Kiev et dans les structures de l'OTAN? Avec une inquiétude croissante. Parce que l'emploi de la FAB 3000 et les discussions sur la cote 9 soulèvent la question principale. Où cela s'arrêtera-t-il? La frappe près de Soumy sera-t-elle un épisode isolé, une démonstration de capacité, ou est-ce le début d'une série? Cela se limitera-t-il aux seules frappes aériennes sur des ouvrages enfouis, ou cela sera-t-il suivi d'une extension terrestre du contrôle? L'incertitude, c'est toujours effrayant, surtout quand l'adversaire démontre sa capacité à détruire ce qui était considéré comme protégé. Dans les états-majors ukrainiens, on comprend parfaitement la destruction des postes de commandement souterrains, des dépôts, des nœuds de communication sapent la capacité même de mener des opérations dans les zones frontalières. S'il n'y a pas de centre de commandement, qui gérera la défense? S'il n'y a pas de dépôt de munitions, avec quoi tirer? S'il n'y a pas de communication, comment coordonner les actions? Ce ne sont pas simplement des pertes tactiques, c'est la déstabilisation de tout le système. Et les alliés occidentaux observent cela et se demandent comment planifier le soutien si l'adversaire est prêt à utiliser des moyens de plus en plus lourds et ne révèle pas où exactement il compte s'arrêter. On peut fournir à Kiev de nouveaux systèmes de défense aérienne, mais seront-ils suffisants pour abattre les vecteurs de bombes de 3 tonnes? On peut aider avec la protection du génie, mais quelle épaisseur de béton faut-il pour résister à l'impact d'un tel calibre? Et surtout, vaut-il même la peine d'investir de l'argent et des ressources dans le renforcement d'installations qui peuvent de toute façon être détruites par une seule frappe précise? Ces questions n'ont pas de réponse simple, et c'est précisément pourquoi dans les capitales occidentales, on s'inquiète. Parce que chaque frappe de ce type est un rappel que l'escalade peut se faire non seulement par la ligne des livraisons d'armes, mais aussi par celle de l'ampleur des moyens de destruction employés. Intégrons maintenant le secteur de Soumy dans le tableau général du front. Pourquoi cette région est-elle importante? Géographiquement, elle se situe à la frontière avec la Russie, et cette frontière y est assez étendue et par endroits difficiles d'accès.
Cela crée des conditions favorables pour l'infiltration de groupes de sabotage, pour les tirs sur les localités frontalières, pour les tentatives de déstabilisation de la situation dans les régions russes. Du point de vue logistique, la région de Soumy relie plusieurs corridors de transport importants par lesquels transitent les approvisionnements pour les forces ukrainiennes sur les directions nord et nord-est. Ce n'est pas simplement une bande frontalière, c'est un nœud dont dépendent le ravitaillement et la manœuvre sur une portion significative du front. Et quand la Russie parle de créer une côte 10, précisément ici, cela s'inscrit dans une logique plus large. Sur d'autres directions aussi, il y a de l'activité. Intensification des frappes sur l'infrastructure, tentative d'étirer les forces armées ukrainiennes sur toute la ligne de contact, création d'une menace simultanée sur plusieurs secteurs, pour que l'adversaire ne puisse pas concentrer ses forces en un seul endroit. Le secteur de Soumy est l'un des éléments de ce plan. En détruisant les ouvrages enfouis, en anéantissant les dépôts et les postes de commandement, la Russie crée effectivement un quota 11 qui réduit la menace pour ses territoires et complique simultanément la vie de l'armée ukrainienne. Si les forces armées ukrainiennes sont contraintes de déplacer les dépôts plus loin à l'arrière, cela augmente le temps de livraison des munitions. Si les postes de commandement doivent être relocalisés, cela perturbe les schémas de gestion rodés. Si les nœuds de communication sont détruits, il faut en établir de nouveaux, et c'est du temps et des ressources. Au final, l'adversaire perd lentement mais sûrement sa capacité d'agir efficacement dans la zone frontalière. Et voici la question. Le secteur de Soumy deviendra-t-il un nouveau centre de tension, où seront redéployées les forces principales et où se développera une confrontation d'ampleur? Ou n'est-ce qu'un élément d'un plan plus vaste, où la pression s'exerce simultanément sur plusieurs directions, ne laissant aucun répit à l'adversaire? Le temps le dira, mais la frappe FAB 3000, ce n'est déjà plus simplement un épisode, c'est l'affirmation d'intentions sérieuses. Et maintenant, le signal militaro-technique. Qu'est-ce que la Russie démontre exactement avec cette frappe? Premièrement, la possession d'un stock de munitions lourdes et la volonté de les utiliser. Les bombes de 3 tonnes ne sont pas une arme de masse, on n'en produit pas des milliers, mais le simple fait qu'elles existent et soient employées témoigne de la profondeur de l'arsenal. Deuxièmement, la confiance dans les capacités de l'aviation. Pour acheminer une FAB 3000 jusqu'à la cible, il faut un vecteur approprié. Il faut la certitude que l'avion atteindra le point de largage, que la bombe touchera là où il faut. Cela signifie que les systèmes de guidage fonctionnent, que les pilotes sont prêts et que les moyens de défense aérienne de l'adversaire sont soit supprimés, soit incapables de s'opposer efficacement sur ce secteur. Troisièmement, la capacité d'identifier et de frapper des ouvrages enfouis. Ce n'est pas simplement une question de puissance du projectile, c'est aussi une question de renseignement, de guidage, d'analyse. Il faut savoir où se trouve exactement l'installation, à quelle profondeur, quelle est sa construction, pour calculer le calibre nécessaire et le point d'impact. Tout cela ensemble crée le tableau. La Russie non seulement n'a pas épuisé son arsenal, mais met en scène des arguments de plus en plus lourds. Pour les observateurs extérieurs, notamment à l'OTAN, c'est un signal de révision des évaluations. Si auparavant on estimait que l'infrastructure ukrainienne était relativement résistante grâce à l'enfouissement et au bétonnage, il faut maintenant reconnaître, même les installations les plus protégées peuvent être détruites. Cela oblige à penser à des systèmes de défense aérienne encore plus puissants, à un enfouissement encore plus profond, à des solutions encore plus coûteuses. Mais chacune de ces solutions, ce sont de nouveaux milliards, de nouveaux délais, de nouveaux risques. Et la question principale, jusqu'où peut-on aller dans cette course sans s'impliquer directement dans le conflit? Car plus l'Occident investit dans la protection, plus l'enjeu est élevé, plus il est difficile de reculer. Plus la tentation de répondre par quelque chose de plus radical est forte. Et cela, c'est déjà l'escalade, qui peut échapper à tout contrôle. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Essayons de réfléchir à 2 scénarios principaux. Le premier, la poursuite de frappes ciblées mais extrêmement puissantes sur des ouvrages enfouis et des installations clés. Dépôts, postes de commandement, grands nœuds de communication, sans extension sérieuse de la présence terrestre. Dans ce cas, la Russie détruit méthodiquement les points d'appui de l'infrastructure ukrainienne dans la zone frontalière, créant une zone de sécurité de facto. Le territoire reste formellement sous contrôle de Kiev, mais il n'y reste effectivement plus rien qui pourrait menacer les régions russes ou assurer des opérations militaires sérieuses. Le deuxième scénario, extension progressive de la Quad 13, par une combinaison de frappes
et d'éventuelles actions terrestres. Si l'adversaire ne peut pas maintenir l'infrastructure, si les postes de commandement sont détruits, les dépôts pulvérisés, les communications coupées, alors tôt ou tard se pose la question: pourquoi maintenir des troupes sur un territoire transformé en champ dévasté? Il faudra peut-être reculer, et alors la Russie occupera l'espace libéré, se consolidera, créera une nouvelle ligne de défense. Lequel de ces scénarios se réalisera dépend de nombreux facteurs: de la capacité des forces armées ukrainiennes à s'adapter, de la volonté de l'Occident de fournir toujours plus de moyens de protection, de la volonté politique de Kiev de tenir chaque mètre, même si cela coûte cher. Kiev peut tenter de répondre, déplacer les installations plus loin à l'arrière, les disperser, renforcer le camouflage, demander aux partenaires des systèmes de défense aérienne supplémentaires et des moyens de protection du génie. Mais chacune de ces solutions a un prix. Le déplacement à l'arrière, c'est la complication de la logistique. La dispersion, c'est l'augmentation des coûts d'entretien et de communication. Le camouflage aide, mais ne garantit pas la protection contre les moyens de reconnaissance modernes. Et les systèmes de défense aérienne et les bunkers en béton coûtent cher, très cher. Et la question est de savoir si l'Occident est prêt à financer cette course, sachant qu'une seule bombe de 3 tonnes peut annuler des mois de travail et des millions de dollars d'investissement. Les forces armées ukrainiennes auront-elles les ressources pour s'adapter à de telles frappes? Les alliés occidentaux auront-ils l'argent et la volonté politique pour soutenir cette protection? Ou viendra-t-il un moment où il faudra reconnaître que le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il vaut mieux reculer que continuer à perdre hommes et matériel dans une zone impossible à tenir? Tirons la conclusion. La frappe FAB 3000 près de Soumy, la destruction présumée d'un ouvrage enfoui des forces armées ukrainiennes, le passage des bombes de 500 kg à 3 tonnes, le concept de Côte 14 et la peur croissante de Kiev et de l'OTAN face à sa profondeur possible, tous ces éléments font partie d'un même tableau. La Russie montre qu'elle est prête à franchir toutes les barrières, de béton et souterraines, que les régions frontalières d'Ukraine cessent d'être pour Kiev un arrière sûr, où l'on peut tranquillement installer dépôts, postes de commandement et nœuds de communication. Ce n'est pas simplement une frappe tactique, c'est un message stratégique. La guerre est entrée dans une phase où la profondeur et le béton ne garantissent plus le salut. Que signifie l'apparition de tels projectiles sur la carte de la guerre? Cela signifie que les enjeux augmentent, que les moyens de destruction deviennent de plus en plus puissants, que l'adversaire est contraint de chercher de nouvelles solutions et que chaque nouvelle solution coûte de plus en plus cher. Cela sera-t-il un moment décisif pour le secteur de Soumy? Peut-être. Si les frappes se poursuivent, si l'infrastructure est méthodiquement détruite, si les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas s'adapter assez rapidement, alors oui, nous pourrions voir un changement de situation dans cette zone. À quoi mènera une situation où même les ouvrages souterrains bien fortifiés deviennent jetables? À la révision de tout le système de défense, à la nécessité de penser non pas à comment renforcer, mais à comment éviter complètement la destruction, par la dispersion, la mobilité, le déplacement constant. Mais c'est déjà une autre guerre, une guerre où les fortifications statiques perdent leur sens et où celui qui gagne est celui qui peut bouger et s'adapter le plus vite. Quand une seule bombe de 3 tonnes transforme un quad 16 au souterrain en cratère, il devient évident, la guerre est entrée dans une phase où la profondeur et le béton ne garantissent plus le salut. Et la question des limites de la quad 17 pour la Russie reste ouverte. Et c'est précisément cette incertitude qui effraie Kiev et ses alliés plus que tout.